Bonjour, bonsoir chers internautes, c'est là dépend à l'heure à laquelle vous nous recevez. Vous êtes bel et bien sur le plateau de Parlons-en. Nous sommes en Inde, précisément à Bangalore, où nous avons reçu certaines questions venant du pays, du Congo et d'autres pays de l'Afrique sur la situation sécuritaire des Africains vivant à Bangalore. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous donner toutes les réponses possibles, quand bien même ça ne sera pas toutes les questions, mais au moins vous aurez le maximum de questions pour répondre à vos préoccupations et à savoir la sécurité des Africains vivant à Bangalore. Alors j'ai avec moi deux invités. Bonjour, bonsoir. Alors, comme je le disais, chers internautes, j'ai avec moi deux invités. Monsieur Sam Mandumba, résident à Bangalore depuis combien d'années déjà? Depuis 3 ans. Ok, Monsieur Sam Mandumba, résident en Inde depuis 3 ans, précisément à Bangalore. Alors à ma droite, j'ai aussi Monsieur Rodrigue Dumba, résident aussi en Inde depuis combien d'années? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Alors, merci beaucoup. Vous êtes dans l'actualité avec moi. Nous sommes Parlons-en. Alors, il y a nos internautes qui ont beaucoup de questions concernant la situation sécuritaire du pays aujourd'hui. Alors, nous allons commencer un tout petit peu parce que ceux qui sont au pays, en RD Congo ou en Afrique, se posent la question de savoir comment vous vivez ici. Quels sont les avantages que vous offre l'Inde? Comme expérience, vous avez déjà passé 3 ans ici en Inde, l'expérience, l'avantage que vous offre l'Inde. Merci beaucoup pour la question. Nous sommes venus en Inde pour des raisons d'études. Quand on est en séjour d'études, on a des limites. Partout au monde, il y a des limites quand vous êtes étudiant à l'étranger qui n'est pas votre pays d'accueil. Oui. Alors, nous sommes ici en Inde pour des raisons d'études. On a la loi indienne que nous devons respecter. Effectivement. Ça, c'est quelque chose qui est d'abord primaire que nous devons faire. Alors, deuxièmement, l'Inde nous offre l'opportunité que notre pays ne nous donne pas. C'est pour cette raison que nous sommes venus ici pour étudier. Nous sommes là pour étudier parce que nous croyons fermement que non, en Inde, il y a la nouvelle technologie. Nous sommes venus pour apprendre après cette connaissance-là pour aller implémenter ça dans notre pays. C'est ce que notre pays n'a pas. En cas d'opportunité, c'est ce que l'Inde nous offre. C'est seulement l'opportunité d'études, d'acquérir une certaine connaissance et d'implémenter ça un jour dans notre pays. Merci beaucoup. On va approfondir la question plus tard. Alors, Monsieur Rodrigue Dumba, les avantages que vous a offert l'Inde durant les 3 ans passés. Oui, il faut souligner une chose. Il y a deux catégories d'abord de gens qui viennent ici en Inde. Oui. Il y a des gens qui viennent pour la raison d'études. Oui. D'autres viennent ici en Inde pour le business aussi. Effectivement. Et pour les cas des Congolais, la majorité des Congolais qui viennent en Inde, ils viennent pour la raison d'études. Oui. Si vous voyez à Delhi, à Bangalore et dans d'autres villes, parce que nous sommes en Inde. L'Inde, c'est un pays qui a 27 États. Ok. C'est beaucoup. Et les Congolais sont un peu éparpillés dans chaque État en Inde ici. Et ce n'est pas facile de rassembler tous les Congolais au même moment. Nous venons pour la raison d'études. Comme venait de dire mon ami Sam, lorsque vous avez un visa d'études, vous devez respecter la loi indienne. Il y a une certaine limite. Oui. Vous n'êtes pas permis à tout faire. Par exemple, lorsque vous avez un visa d'études, tu n'es pas permis d'aller travailler ici en Inde. Ce n'est pas le cas. Donc l'Inde ne nous offre pas où? Ne vous offre pas la possibilité de travailler? Bien sûr que oui. Parce qu'ici en Inde, quand tu es venu avec un visa d'études, tu n'es pas obligé de travailler. Tu es juste venu pour les études. Dès que tu finis les études, tu dois rentrer travailler chez toi. Je dois souligner une chose aussi. L'Inde, c'est un pays continent. Un pays qui a 1,2 milliard habitants. Ce n'est pas facile pour les étrangers d'être embauchés en Inde. Oui. Vous savez, bien sûr que oui, la société indienne, c'est une société vraiment trop active, une société qui travaille beaucoup. Mais ce n'est pas facile pour les étrangers d'avoir un travail ici en Inde. Mais je comprends que ce sont les avantages. Ça, c'est une difficulté que vous rencontrez en Inde, j'ose croire, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent en Inde avec l'espoir de pouvoir travailler. Alors, sûrement, après 3 ans, vous avez une expérience assez si longue pour comprendre les difficultés de l'Inde. Parce que nous avons parlé des avantages. Oui. Alors maintenant, on veut savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici en Inde, précisément à Bangalore.
Oui, comme je venais de dire, premièrement d'abord. Surtout, j'aimerais bien que vous partagiez vraiment votre expérience durant ces 3 ans. Ça serait très bénéfique pour nos frères qui viennent du pays. Ok, merci. Je suis ingénieur informatique. Je finis en application informatique. Effectivement. Je finis cette année. Ok. Lorsque j'avais eu mon visa pour l'Inde, je pensais que l'Inde, c'est un pays ouvert où je peux, après mes études, je peux avoir du boulot, par exemple, travailler, ou par exemple, durant mon cycle académique, je pouvais travailler aussi pour subvenir à mes petits besoins, mais ce qui n'était pas le cas. Pour les gens qui viennent en Inde, c'est bien bon de venir pour les études, mais il ne faut pas compter sur le travail ici en Inde, parce que là, vous allez taper à côté. Okay. Il faut venir avec un seul but d'étudier. Parce que si vous venez dans le but d'étudier et de travailler, vous allez taper à côté, comme je venais de dire. Nous sommes sponsorisés par nos parents. Ce n'est pas même le gouvernement qui nous sponsorise ici en Inde. Ce sont nos parents qui nous sponsorisent ici pour les études en Inde. Là, il faut souligner cela. Okay. Et lorsqu'on finit, nous sommes obligés de rentrer dans nos pays respectifs pour aller travailler là-bas. Okay. Ce n'est pas facile d'être embauché en Inde. Bien sûr que oui. Je crois que les cas des gens qui travaillent ici en Inde, sur 100%, on peut avoir peut-être 5% des Africains qui travaillent en Inde. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ces personnes travaillent? En fait, quel miracle ces 5%-là font pour y arriver? C'est une question d'opportunité. Voilà. C'est une question d'opportunité. Mais c'est une question d'opportunité, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour tous les Africains. Okay. Si la porte du travail était ouverte à tout le monde, je ne pense pas que beaucoup d'Africains allaient rentrer, travailler au pays. Par exemple, on vient à peine de finir, non? Oui. On a fini, on a évolué ensemble avec vous aussi. Oui. On a fini, mais nous comptons rentrer maintenant au pays pour aller travailler. L'Afrique aussi a besoin de nous. Ce n'est pas seulement l'Inde. L'Afrique a besoin de nous. Nous sommes venus apprendre la nouvelle technologie. Nous avons de l'intelligence. Oui. Pourquoi pas apporter aussi notre intelligence pour développer l'Afrique? Parce que c'est ça aussi notre objectif ici en Inde. Nous sommes venus apprendre pour aller développer l'Afrique demain. C'est ça. Bien, M. Sam, pour ne pas, excusez-moi, M. Rodrigue, pour ne pas garder la parole d'un seul côté, je vais aller chez M. Sam Mondoumba. M. Sam Mondoumba, la difficulté, bien les difficultés que vous avez rencontrées durant votre parcours en Inde. Non, ici d'abord, c'est d'expliquer d'abord. Oui. On a beaucoup de difficultés que nous faisons ici, surtout par rapport aussi au logement, ce qui n'est pas toujours aussi beaucoup plus facile. Je n'aimerais pas beaucoup plus parler là-dessus pour ne pas dire que moi je suis raciste. Oui. Mais en tout, ce sont les difficultés que nous rencontrons ici. Tous les jours, effectivement. C'est quelque chose qui est courant. Partout au monde, on peut trouver ça ici en même pays. Mais quelque chose aussi qu'il faut rappeler, qu'au niveau de notre pays, il faut qu'on améliore beaucoup de choses. C'est comme s'il y a un certain nombre de personnes qui essaient de mentir les gens par rapport à la situation ici en Inde. Oui. C'est bien sûr que non, ici, la nourriture est à prix, et puis il y a beaucoup de choses qu'on achète facilement. Oui. Mais quand quelqu'un va dans des agences où, je peux dire, ce sont des marchands d'illusions, je vous fais voir un Eldorado là-bas au pays, les images qu'on vous montre, vous croyez que vous allez arriver quelque part là où c'est beau, là où on prend du miel régulièrement. Ce n'est pas ça les gars. Effectivement. Quand on arrive ici, on perd directement le pédale. Les pédales, oui. On commence à faire des rétropédalages, mais c'est et on souffre de la désorientation aussi. Voilà pourquoi j'allais arriver là-dessus. Donc c'est ça aussi qui est grand, ça c'est parmi les grandes difficultés que nous retrouvons ici à Bangalore. Alors deuxièmement aussi, c'est un problème sur le point éducationnel. Ça aussi il faut beaucoup plus se rappeler. Ici, le système c'est l'anglais. Voyez-vous, quelqu'un qui quitte le pays, qui arrive ici, il ne parle pas l'anglais directement, il vient comme ça, il arrive en retard, les cours ont déjà commencé, il ne va pas bien maîtriser le système de l'Inde facilement. Ça, c'est une difficulté aussi que nous retrouvons ici. Effectivement. Mais la plupart aussi, ce sont des comportements des gens, des citadins d'ici. Quand même ici à Bangalore, nous n'avons pas beaucoup de cas que nous retrouvons dans d'autres villes, mais quand même il faut le souligner que nous sommes ici en Inde. Les Indiens sont toujours beaucoup plus culturels que nous autres, nous sommes beaucoup plus open comme les Anglais. Mais ce n'est pas ça le cas. Mais une question se pose aujourd'hui dans le chef de nos frères qui sont au pays. L'Inde est-il un pays raciste? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Dire que, soyons sincères, parce que c'est une question vraiment stratégique. Oui. Dire que l'Inde c'est un pays raciste, je ne pense pas. Oui. Parce que ça fait 3 ans que nous vivons à Bangalore.
je n'ai pas vu vraiment les racismes dont d'autres personnes parlent sur les réseaux sociaux, par exemple en Afrique et qu'on sort l'Inde, sont des racistes. Non, je n'ai pas vu cela. Ici à Bengalo, peut-être une autre personne peut dire que, bon, suite à un événement, suite à d'autres choses comme ça, il considère que l'Inde c'est un pays raciste, ou Bangalore, les citoyens de Bangalore sont des racistes. Mais ce n'est pas vraiment... Mais si vous me permettez au moins de renchérir l'idée, Oui. c'est que dernièrement, en 2013, si j'ai bonne mémoire, Oui. dans l'état de Goa, qui est à l'ouest du pays, Oui. il y a eu un cas où un Nigérian s'est fait tuer. Alors, les autorités locaux ont dit que les Africains, ou bien l'Africain est un cancer pour l'Inde. Ne pensez-vous pas que ce sont de propos racistes? Bien sûr, oh, oui. Si c'était une autorité qui avait dit ça, parce que je n'avais pas suivi, si c'était une autorité là, il faut considérer que c'est comme un propos raciste. Mais il faut souligner une chose. Lorsque nous venons en Inde, vous comprenez, nous venons pour les études. Oui, oui. Ce qui arrive des fois est que nous sommes la jeunesse. On ne peut pas aussi interdire à un jeune de se jouir ou de faire d'autres choses. De s'amuser, tout De ça. s'amuser, par exemple. Oui, oui. D'autres personnes, dès qu'ils arrivent ici en Inde, ils peuvent aussi se décliner de leur vision. Vous comprenez? Au lieu d'étudier, par exemple, ils ont eu des difficultés. Ils se déclinent de leur vision d'études et ils commencent à faire d'autres choses. Vous comprenez? Oui, oui. L'Inde, comme en Afrique, il y a toujours des barbares. Là, on ne peut pas refuser. Il y a des voyous. C'est communément nous appelons Kuluna chez nous. Oui, oui. En Inde aussi, il existe des Kuluna. Et même aux États-Unis, à Dallas, Même aux États-Unis, dernièrement, on a il suivi. y a eu Oui, tuerie. il y a aussi des barbares, des bandits. Oui, oui. Vous comprenez? Oui, Donc, il est seulement quelque chose de se discipliner. Parce que lorsque vous vivez en Inde, vous savez que tu n'es pas en Afrique ou dans ton pays. oui. Tu es à l'extérieur. Oui, oui. Il faut faire très attention. Parce que imaginez que vous sortez par exemple la nuit, vous promenez pendant la nuit, et que vous croisez un barbare. Qu'est-ce qu'il fera de vous? Vous voyez que vous êtes aussi un étranger, bien sûr. Mais Ah oui. en écoutant, Congolais. en écoutant ce que vous êtes en train de dire, nous avons l'impression que l'Inde n'est pas du tout un pays raciste. Non. Mais aujourd'hui, nous vivons toutes ces violences où il y a même un professeur congolais d'origine congolaise qui vivait à New Delhi qui a été tué. Cette violence ne se traduit pas pour dire que les peuples indiens ont une haine contre les Noirs. Oui, Vous oui. comprenez? Oui, oui. C'est juste un petit nombre de barbares qui font cette violence. Mais ce n'est pas la majorité. Parce que je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Ce n'est pas Donc la majorité aujourd'hui, des vous Indiens. soutenez que ce n'est pas un monde raciste où nous sommes aujourd'hui. Non. Ce qui arrive, c'est juste l'imprudence ou bien un groupe de barbares. C'est juste un groupe de barbares qui font cela. On doit être précis. Oui, Vous comprenez? C'est juste un groupe de barbares. On a étudié ici à l'université de Bangalore. Moi, personnellement, je n'ai pas vu des comportements racistes à notre égard. Je n'ai pas vu cela. Il peut y arriver, par exemple, où une personne peut être blessée. Nous sommes des humains. Il est juste question de se faire comprendre. Oui. Des fois aussi, nous sommes des Africains. Si quelqu'un te blesse, par exemple, comme tu es africain, tu peux considérer ça comme étant un acte raciste. Oui, oui. Mais peut-être que ce n'était pas le cas. Il peut y arriver toi aussi, par exemple, tu blesses une autre personne. Oui, oui. Il est seulement quelque chose d'être humble et de Voilà. se faire comprendre. Merci beaucoup. Mais M. Sam, selon la réaction de notre frère Rodrigue, qui pense que c'est juste un groupe de barbares, le racisme n'a pas sa place dans ce monde indien. Vous êtes du même avis? Je suppose que l'argument de mon ami sera beaucoup plus modeste aussi. Oui, oui. En fait, nous devons quand même essayer de dire la vérité parce qu'on a Oui. beaucoup plus être mis à jour. Oui, oui. Alors, partout au monde, il y a le racisme. Ça, on ne peut pas refuser. Si je me souviens encore en 2015, on était dans notre éditeur avec un professeur, il avait taxé mon ami de monkey. Oui, oui. Je m'étais énervé. Qui veut tout simplement dire singe. Vous êtes, je m'étais Oui, oui. énervé. Alors, ça, on peut mettre ça de côté. Dire que non, la population, l'Inde en général, ce sont des racistes, ça c'est non. Il y a des gens qui se comportent comme ça. Ça, nous acceptons partout au monde diamant. Nous devons aussi accentuer, dire aussi que non, l'Inde aussi, il y a d'autres personnes qui sont quand même beaucoup plus raisonnables que ces groupes de personnes-là, ces groupes d'individus-là, qui se comportent, hein, qui essaient de mettre le racisme en exergue ici en Inde pour donner
l'image salie de l'Inde. Oui, oui. Ça, c'est quelque Mais chose tous ces actions, tous ces actes de violence, c'est comme si vous ne voyez pas cela, parce que cela a créé un trouble au niveau du pays à Kinshasa. Ça, c'est normal, mon frère. Ça, c'est normal. Aujourd'hui, Parce qu'il y a vraiment des cas de violence qui se suivent. nous condamnons fermement avec la dernière énergie l'acte de notre frère, le professeur qu'on avait tué en nous de nous. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment condamnable. Condamnable. Ils l'ont tué Qui peut être aussi considéré comme un acte de Oui, racisme. évidemment, je ne peux pas répéter cela. Oui. Pourquoi on l'a tué? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore donné des raisons valables par rapport à la mort de notre frère. Oui, oui. C'est juste inopiné jusqu'à aujourd'hui. Nous devons condamner cela avec la dernière énergie. Voilà pourquoi nous disons que non. D'autre part, il y a le racisme ici. D'autre part, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est quelque chose qu'il faut de Mais vous soutenez l'idée que c'est juste un groupe de barbares Oui, c'est un groupe qui... de barbares, ce n'est pas toute la population indienne qui sont des racistes. Ok. Bien, on va souffler un tout petit peu pour revenir après, entrer dans le vif du sujet. Alors, chers internautes, je vous conseille, je vous appelle à rester toujours connectés sur Parlons-en pour avoir toutes les nouvelles de l'Inde, précisément de Bangalore, avec nos analystes politiques vivant en Inde. Alors, on se revoit après cette rubrique de publicité. Hello friends, with Just Practicals we offer quality. Quality when it comes to the practical programs what we have. We have short-term programs on technology and business management. We have JP Pro, a dedicated one-year program for business management and technology. We also have a mini MBA for all the BBM students who want to take part of it. We believe in education in Africa. We believe in empowerment with African students, and we want to see all the African students employed. We follow same blood. We don't look into the culture, we don't look into the language of different African students, but we all say that it's one race, human race, one blood, same blood. Thank you from Just Practicals. Same blood from Just Practicals. Vous avez tous sur notre plateau Parlons-en avec les invités où nous parlons de la situation sécuritaire des Africains vivant en Inde, partout sur l'étendue de l'Inde. Où nous avons Goa, Delhi, Bangalore, où il y a la majorité des Congolais, Pune aussi. Alors, Monsieur Sam Mandoumba, aujourd'hui nous avons un problème récent sur la situation, le cas de décès de notre sœur Cynthia Richel, qui vivait à Hyderabad, qui a été tuée et coupée en petits morceaux. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que la majorité des personnes se posent cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé au pays? Alors, je vais vite te dire tout ce qui s'est passé parce que nous sommes encore à l'état des recherches. Il y aura des enquêtes qui sont déjà diligentées au niveau de l'Inde ici avec les autorités indiennes. Et puis notre ambassadeur aussi a commencé, elle a entrepris quelques démarches pour enfin trouver une solution. Mais c'est d'abord la consternation devant la mémoire de notre sœur qui a été tuée sauvagement. Ça, c'est la barbarie que nous condamnons avec la dernière énergie. Et nous disons que ça ne peut plus se répéter. Ça ne peut plus se répéter. Nous mettons en garde les Indiens par rapport à leur comportement barbare. Ça, on ne peut pas accepter cela. Je prends ça comme elle était ma sœur, qu'on a assassiné sauvagement, on a tué sauvagement. Mais de ce moment où, de la manière dont elle a été tuée, cela vous ramène à dire que c'est un acte de racisme ou c'est seulement un problème de couple ou un crime passionnel? En fait, là, je peux dire vraiment c'est un problème conjugal. Je ne peux pas parler vraiment du racisme parce qu'ils se sont mariés religieusement. Alors donc là, vraiment, ce n'est pas un acte de racisme, mais bon, en fait, parce que ça fait, nous faisons des situations récurrentes actuellement, des Congolais. Alors, ça fait montre que non, il y avait un sérieux problème avec les Congolais. Voilà pourquoi. Il y a aussi Olivier qui a été tué. Voilà. Alors, on se pose la question, avec tous ces Congolais qui se font tuer, du jour au lendemain, on se pose cette question-là. Voilà. Là, parce que ça se poursuit maintenant. Oui. Ça devient une situation récurrente et régulièrement on tue des Congolais. Voilà pourquoi nombreux d'entre nos frères et sœurs qui sont ailleurs considèrent ça comme étant des actes de racisme. Mais après ces actes, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde a
aussi rassurer les Africains de la sécurité, de leur sécurité? Êtes-vous aussi rassuré de ces mots venant du ministère des Affaires étrangères? Ça, c'est la politique. On ne peut pas rassurer tout le monde de la sécurité. Ça peut s'arriver à n'importe quel moment, il va dire toujours on a rassuré de la sécurité. Le problème, c'est qu'ils doivent essayer quand même de donner l'éducation à leur population par rapport aux étrangers qui arrivent dans leur pays. Ça, c'est quelque chose dont j'avais lu sur la page Twitter du ministre, elle écrit quand même des choses là. On a quand même donné quelques propositions. C'est qu'ils doivent organiser des émissions avec des Africains, avec des Congolais qui essaient d'échanger avec les Indiens. Voilà. Oui. Parce que j'ai suivi aussi une rubrique où on en parlait de l'Inde, d'une personne qui n'a jamais vécu en Inde. Aujourd'hui, vous vivez en Inde, nous sommes en ce moment en Inde. Vous avez la vraie version de l'histoire, vous savez comment nous vivons ici. Alors, je vais me tourner, monsieur Rodrigue, vous, par rapport, quelles sont vos lectures, ou bien la lecture que vous faites par rapport à la situation du décès de notre sœur Michel? Lorsque j'avais appris la nouvelle, j'étais très touché. Parce que c'était d'abord une Congolaise, quoi. Une compatriote congolaise. Ce qui nous fait du mal, vraiment. Parce qu'un mois passé, on avait tué aussi un Congolais. Monsieur Olivier. Et après, c'est cette femme qui vient de mourir. Je crois le ministre de Congolais de la diaspora était venu même jusqu'ici à Bangalore. Il était à New Delhi. Il a animé une conférence avec des Congolais à New Delhi. Il est venu ici à Bangalore animer une conférence. Et je crois, j'étais là aussi dans cette conférence. Il avait quand même rassuré les Congolais qu'il avait déjà parlé avec le ministre des Affaires étrangères de l'Inde pour que les étrangers puissent avoir un maximum de sécurité au niveau de Bangalore, partout là où il y a les étrangers en Inde. Mais nous sommes en train de voir sa visite ou son déplacement du Congo pour l'Inde suite au cas d'Olivier n'a pas abouti à une solution. Quelques temps après, nous avons assisté à notre sœur qu'on a tuée vraiment d'une manière inhumaine, que personne ne peut accepter ou admettre cela. Nous condamnons cela, même au niveau du pays. Lorsqu'on a tué Olivier, vous avez eu des manifestations. Il y a eu des manifestations, vous avez vu des manifestations au niveau du pays. La population congolaise a manifesté pour montrer leur indignation à ce qui s'est passé au niveau de l'Inde. Et on a tué notre sœur. Il y a eu une manifestation de contestation parce que c'est inadmissible. Mais vous êtes pour cette contestation qui se fait au pays aujourd'hui? Mais c'est normal, M. Samy. Où les Chinois sont décidés à tuer aussi un Indien. Mais vous pensez à cette loi de je suis pas pour... Non, je ne suis pas pour tuer. Vous savez, parce que nous sommes des humains. Vous comprenez? Je ne suis pas pour tuer, je suis un intellectuel, je ne peux jamais envoyer des gens dans la rue ou d'aller tuer les Indiens au niveau du pays. Je ne souhaite pas ça. Mais à un moment donné, soyons quand même des hommes et réfléchissons. On a tué un Congolais. Ça n'a pas fait même un mois. On tue encore un autre Congolais. C'est normal que les gens puissent contester. C'est normal que les gens puissent montrer leur indignation. On a reçu le ministre Antoine ici, le ministre des Congolais de la diaspora. Nous pensions qu'il était venu résoudre ces problèmes-là. Il a animé la conférence, il nous a dit soyez calmes, on a parlé avec le gouvernement indien, donc soyez rassurés que votre sécurité est garantie. Mais c'était un problème conjugal, mais arrivé jusqu'au point de tuer quelqu'un, parce que vous avez eu des désaccords entre vous. Je crois que c'est trop sauvage, Et je félicite Madame l'ambassadeur, Madame Rosette, lorsqu'elle a appris la nouvelle qu'on vient de tuer une Congolaise. Elle a quitté New Delhi sans protocole pour Hyderabad, juste pour avoir la vraie version de l'information. Mais vous, avez-vous la vraie c'est quand même... version? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se passent sur les réseaux sociaux. La vraie information, c'est ce que je t'ai dit. Nous avons vu, on a tué une sœur congolaise. Actuellement, quelles sont les raisons qui ont poussé le mari à tuer sa femme très sauvagement? Oui, parce que c'est après jugement que nous allons connaître les vraies raisons.
Jusqu'à présent, on n'a pas encore jugé ces messieurs-là. Mais en tant qu'analyste, En tant qu'analyste, parce que c'est une femme mariée, ce qui veut dire qu'il y avait un désaccord au niveau de leur foyer. Ce qui aboutit par exemple à cela. Parce que dans tout couple, par exemple, c'est normal qu'il puisse y avoir des accords. Je crois, même dans nos familles, nos papas, nos mamans aussi, ont des désaccords. Mais pourquoi cela n'aboutit pas jusqu'au niveau de tuer quelqu'un? Parce que la compréhension, je crois, doit toujours être au-dessus de toutes choses. Et l'humilité, il faut être humble aussi dans la vie parfois. Si vous avez tort, vous acceptez que vous avez tort. C'est ça. Alors, je voulais épingler une chose là par rapport à ce qu'il a dit. En fait, le vice-ministre ne peut pas assurer la sécurité de tout le monde ici. Non. Mais ça, c'est quelque chose qui est évident qu'on doit quand même mettre sur la table et puis que les gens puissent savoir. Qu'est-ce que je voulais dire? Humble avis n'est pas rassuré du propos En du fait, ministre le congolais vice-ministre était clair. Le vice-ministre était clair. C'est la diplomatie, c'est un domaine de force. C'est que moi, j'avais suggéré au vice-ministre, j'ai dit, quand on va tuer encore un Congolais, où il y aura encore des actes de barbarie comme ce qui vient de se passer ici, veuillez contrôler les ressortissants indiens qui se retrouvent dans notre pays. Il y a des gens qui sont dans des situations, des irrégularités, qu'on peut refouler automatiquement. Ça, c'est la diplomatie. Ça montre que non, si vous faites ça, nous, on va chasser vos ressortissants. Ça, c'est ça les... Mais selon vous, en tant qu'analyste, vous pensez qu'aujourd'hui, les Indiens qui vivent au Congo subissent la même situation que nous, Congolais, qui vivons ici? Ils sont tranquilles. Voyez-vous, quand nos frères ont manifesté en ville, il y a la police de notre pays, la police congolaise, qui est venue assurer la sécurité des Indiens. Mais regardez avec nous ici, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est la bouillamini. Alors, nous devons quand même essayer de mettre un certain nombre de choses sur la table pour éradiquer cela. Nous devons quand même essayer de dire la vérité à nos autorités. Nous devons dire que non, si les Indiens agissent de telle manière, au lieu de tuer là-bas, ce n'est pas une solution. Parce que là, au Congo, on ne passe que par la diplomatie. Oui. Mais pendant que les Congolais ne font que se faire tuer, pendant que nous passons toujours par des moyens diplomatiques. Non, ce qui est là, c'est très capital, ce qu'il faut souligner, parce que c'est la diplomatie. Premièrement, d'abord, le vice-ministre a fait un constat. Il nous a écoutés, on a présenté nos désidérata. Il a dit que non, nous avons des solutions idoines pour éradiquer cette situation récurrente. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On a tué notre sœur sauvagement, que nous condamnons aujourd'hui. Mais c'est la diplomatie. On négocie, quand on voit qu'il n'y a toujours pas de solution idoine par rapport à nos problèmes de l'insécurité. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête la coopération. C'est ça qu'on peut faire pour l'instant. Si ça continue comme ça, il faut des sanctions. Que le gouvernement indien sache que non, nous avons un gouvernement fort, il faut sanctionner. Il faut vraiment mettre la main sur la table, il faut dire non, que cela ne se répète plus. Pourquoi ce traitement-là? Pourquoi ce traitement-là avec les Congolais? Pourquoi ce traitement-là avec les Africains qui vivent ici en Inde? Ok, vous, nos ressortissants, sont calmes dans mon village là-bas. Là, moi, je suis ressortissant de Kikwit. Dans ma ville natale, il y a des Indiens qui sont là-bas, ils sont même à l'intérieur du pays. Votre position par rapport à cela? Je voulais juste compléter ça, parce qu'il a dit une chose qui est vraiment évidente. Personne ne peut nier ce qu'il a dit. Le ministre, lorsqu'il était venu ici à Bangalore, nous attendions vraiment une sanction de la part du gouvernement congolais. Parce que tout le monde disait que c'est inadmissible. Comment on peut lapider quelqu'un jusqu'au point qu'il arrive à mourir? C'était inadmissible. Mais le ministre nous avait rassuré. Il a dit qu'il y a eu des entretiens entre le gouvernement congolais et le gouvernement indien pour essayer de calmer la situation. Et le gouvernement indien a rassuré le gouvernement congolais de pouvoir mobiliser la sécurité pour les Africains, pas seulement les Congolais, pour tous les Africains qui habitent l'Inde. Oui, pour tous les Africains qui habitent l'Inde. Mais cela, nous constatons, n'a pas été fait. On a tué encore une deuxième Congolaise. Tu vois, ce que nous voulons, c'est quoi? Que le gouvernement congolais puisse se prendre en charge d'abord en tant qu'un gouvernement qui a sa souveraineté et qui protège son peuple. C'est ce que nous voulons. Parce que lorsque vous quittez Kinshasa ou l'intérieur du pays pour un pays étranger, on est supposé être protégé par le pays d'accueil. Lorsque cela n'a pas été fait, donc c'est au gouvernement de pouvoir interpeller le gouvernement indien s'il y a des mesures à prendre, donc que notre gouvernement puisse prendre ces mesures-là pour que la population congolaise qui habite à l'Inde puisse vivre en paix et dans la sécurité. Donc, nous interpellons notre gouvernement de pouvoir se prendre en charge. Parce que
si on retue encore un autre Congolais, je crois que tous les Indiens qui vendent à Kinshasa ou qui font le business vont fermer leur business. Parce qu'avec la situation qui s'aggrave actuellement au niveau du pays, ça sera très grave. Et j'allais souligner une chose. On doit faire la part des choses. La majorité des Congolais qui viennent ici en Inde, ils viennent uniquement pour les études. Pour les études. Oui. À part d'autres, je ne sais pas s'il y a d'autres filles congolaises qui se sont mariées avec les Indiens. Le cas de Cynthia, c'est un cas exceptionnel. Oui. Parce que si vous vous souvenez, même sa sœur a dit sur un réseau Internet qu'ils se sont croisés au niveau de Kinshasa. C'est juste pour les études que nous venons ici. Tandis que les Indiens chez nous, ils sont là dans les business et autre chose. Vous comprenez? Et si nous mesurons en termes d'intérêt, c'est plus les Indiens qui bénéficient que nous, les Congolais. Vous comprenez? Ils bénéficient plus parce qu'ils font le business, ils gagnent de l'argent là-bas au pays. Mais pour aller rapidement, parce que nous tendons vers la fin de notre numéro de ce soir. Aujourd'hui, après le décès de notre frère Olivier Adélie, un groupe d'ambassadeurs africains vivant en Inde, ils ont proposé à ce que les transferts des étudiants venant du pays pour l'Inde stoppent pour un moment et ça pourra reprendre quand il y aura la sécurité, quand la sécurité sera assurée en Inde précisément. Alors, quelle est votre position par rapport à cela? Vous pensez que ce transfert ou bien ces mouvements des étudiants du Congo vers l'Inde doivent stopper dû à la situation sécuritaire? Franchement, ça doit stopper. Pas seulement ça, c'est notre gouvernement qui a beaucoup perdu beaucoup d'argent. C'est notre gouvernement, pas seulement par rapport à la situation sécuritaire. Mais j'étais en train de calculer ici, parce que mon ami aime beaucoup plus les chiffres, il y avait 5000 Congolais ici en Inde. Alors, je m'étais dit, prenons les 5000 Congolais, la majorité vient ici juste pour le business, pour faire le BBM et l'informatique. On paye automatiquement $5000 par an. Donc, $6000, je peux prendre. Alors, si je prends les 5000 Congolais, c'est pour les 3 ans. Okay. Si je prends 5000 Congolais multipliés par les $6000 qu'on paye, j'ai pris automatiquement, nous avons $30 millions que nous avons perdu seulement dans 3 ans. Alors, nous arrivons ici, on n'a pas un travail, il faut que l'argent vienne de la République démocratique du Congo pour subvenir à nos besoins. Alors, si nous avons 5000 Congolais ici, un papa qui envoie régulièrement à son enfant l'argent ici à Bangalore, j'ai pris seulement des statistiques comme si il envoyait $200. Savez-vous, pendant les 3 ans, le papa a envoyé plus de $86 400. Alors, si je prends les $86 400 multipliés par les 5000 Congolais qui résident ici dans la ville de l'Inde, dans l'Inde en général, ça nous fait $432 millions. Si je prends $432 millions plus $30 millions, ça nous fait automatiquement $492 millions que notre gouvernement a perdu dans 3 ans. Avec les $492 millions, on pouvait construire des universités dans notre pays, on pouvait construire des collèges comme ici, modernes. Mais il y a des universités aussi au pays. Mais il y a des universités, le premier c'est la technologie. Oui. C'est la technologie qu'on ne nous offre pas nos universités. Voilà pourquoi on se retrouve ici. J'accepte qu'on arrête, que les gens puissent venir encore ici en Inde. Mais je crois que ce n'est pas seulement le seul problème aussi de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons aussi nos frères, parce que durant mes recherches, j'ai rencontré des Congolais ici qui souffrent par rapport toujours à ce mouvement des Congolais qui viennent étudier ici en Inde. Ces problèmes-là aussi, c'est très important. Je crois que ces problèmes, pour moi, c'est un sujet qu'on doit taper sur les clous. Oui. Il y a des agences au niveau de Kinshasa, je ne sais pas si c'est reconnu par l'État ou pas, qui envoient les étudiants en Inde. Oui. Mais en envoyant les étudiants, il faut voir, ils envoient des étudiants dans quelles conditions? C'est ça le vrai problème. Il y a d'autres étudiants qui viennent ici, les agences disent à leurs parents, en Inde, si tu as $100, tu peux bien vivre. Tu peux payer la maison, tu peux te nourrir. Donc, avec $100, tu peux boucler les 2 bouts du mois. Mais en arrivant ici en Inde, c'est toute une contradiction. Ils sont en déphasage avec la réalité. Et nous sommes butés à un sérieux problème. Le gouvernement congolais doit aussi revoir ces problèmes des agences. Pour moi, il faut que nous puissions avoir des agences sérieuses qui envoient les étudiants ici en Inde pour les études. Même les parents, je conseille aussi aux parents de consulter même des sites internet pour aller voir une bonne université si vous voulez envoyer votre enfant.
Alors, comme vient de le dire mon frère Rodrigue, les parents doivent se rendre compte, ils doivent réfléchir avant de contacter l'agence pour aider son fils ou sa fille à venir étudier en Inde. Alors, il faut réfléchir. Alors, M. Samandumba, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro où nous parlions de la sécurité des Africains. Alors, un mot de la fin par rapport à ces sujets. Non, il demandait juste au gouvernement indien de prendre ses responsabilités et assurer quand même le minimum de la sécurité nécessaire aux étrangers qui résident leur territoire. C'est ça que je peux dire. Et puis à notre gouvernement de prendre toutes ses responsabilités diplomatiques, de sanctionner quand il faut sanctionner, de ne pas se mettre béatement et puis entendre le gouvernement indien continuer toujours à nous donner des leçons de la diplomatie. Mais en tant qu'analyste politique, un petit mot sur la situation politique du pays, parce que ça ne peut pas passer inaperçu. Ils sont en train d'aller, ils doivent revenir, parce que la situation actuelle semble être catastrophique après le 19 décembre. On se met beaucoup de réserves, mais nous prions le bon Dieu que le président Kabila se ressaisisse et qu'il dise tout haut qu'il respectera la constitution qu'il avait adoptée par référendum en 2005. Bien, merci beaucoup. Alors, monsieur Rodrigue, un mot de la fin par rapport à notre sujet du jour sur la situation sécuritaire des Africains vivant en Inde. Oui, je commence d'abord à interpeller notre gouvernement. Il faut que notre gouvernement sache que dans la diplomatie, à un moment donné, les rapports de force aussi comptent. Donc, on prend des mesures nécessaires pour garantir la sécurité, pour que cette mesure-là puisse au moins aider à la sécurité des Congolais et tous les Africains qui habitent l'Inde. Côté gouvernement indien, nous sommes un peuple, nous avons notre culture aussi, nous avons notre manière d'agir, de réfléchir. Nous venons ici en Inde, dans le cadre d'études, commencer à nous tuer comme des bêtes comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais admettre. Que le gouvernement indien puisse nous assurer le maximum de sécurité pour notre vie, pour que nous puissions aussi étudier dans les cas. Parce que imaginez que vous étudiez, tu as examen demain, on te dit qu'on a tué ton frère à New Delhi, par exemple, à Hyderabad. Comment sera ton état psychologique pour aller passer ton examen demain? Ça peut t'affecter. Effectivement. Alors, merci beaucoup. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Parlons-en. Voilà, j'avais M. Samandumba, qui est analyste politique, étudiant vivant en Inde, qui a fini aujourd'hui. Et à ma droite, j'ai M. Rodrigue Dumba, analyste politique aussi. Alors, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro où nous avons eu à parler sur la situation sécuritaire des Congolais vivant ici en Inde. Alors, comme nous avons parlé dans ce numéro, réfléchissez, vous qui êtes au pays, avant de venir en Inde, vous devez réfléchir et trouver toutes les réponses sur vos besoins pour ne pas être désorienté en arrivant ici. Alors, c'était Samuel Kitembo dans Parlons-en. Je vous dis à très bientôt. Je remercie toute l'équipe de Parlons-en et je vous remercie. Et vous, chers internautes qui nous suivez, je vous dis à très bientôt. Ciao. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. À très bientôt.